Selon la Banque mondiale, les jeunes représentent 60% de l'ensemble des chômeurs africains. En Afrique du Nord, par exemple, le taux de chômage des jeunes est de 25%, mais ce taux est encore élevé du côté du Botswana, par exemple, en République démocratique du Congo, au Sénégal ou encore en Afrique du Sud, entre autres. Avec 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans, l'Afrique compte le plus jeune au monde de la population. En 2019, selon les chiffres de la Banque africaine de développement, l'Afrique devrait créer environ 12 millions de postes supplémentaires pour faire face au chômage, même s'il faut également dire que cela ne concerne pas seulement les jeunes, soit environ 3 millions de postes sont créés chaque année, mais dans le même temps, 10 à 30 millions de jeunes arrivent sur le marché de l'emploi. Jeunesse africaine cherche emploi, c'est la thématique de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur le grand débat économique sur For You Télévision. Merci de nous recevoir chez vous. Avant de présenter notre panel, on va commencer bien sûr par l'actualité économique. C'est tout de suite. Commençons du côté du Bénin, 14 millions de dollars pour l'unité spéciale de surveillance des frontières. Au terme d'une visite de 3 jours au Bénin, le sous-secrétaire d'État adjoint chargé de l'Afrique de l'Ouest au département d'État américain a annoncé un appui financier de 14 millions de dollars sur 3 ans pour l'unité spéciale béninoise de surveillance des frontières. Direction la Côte d'Ivoire, le plan de développement qui ambitionne d'assurer la transformation économique et sociale du pays nécessite des financements globaux de l'ordre de 94,74 milliards de dollars. Des institutions financières multilatérales et des pays partenaires du pays ont promis de mobiliser plus de 26 milliards de dollars pour soutenir le plan national de développement 2021-2025, selon une annonce du Premier ministre ivoirien. L'Union européenne a annoncé également une contribution de 6 milliards d'euros, tandis que la France a promis plus de 4 milliards d'euros. On parle à présent de l'Éthiopie qui veut reprendre ses exportations de bétail vers l'Arabie Saoudite après 2 ans d'interruption. L'exécutif a donc entamé des discussions avec les autorités saoudiennes pour reprendre les exportations de bétail vers l'Arabie Saoudite. Le pays du Golfe a en effet imposé depuis 2 ans une interdiction sur les achats de bétail éthiopiens suite à l'apparition d'une épidémie de fièvre de la vallée du Rift sur son territoire, une maladie hémorragique virale. On reste en Éthiopie le pays veut importer 200 000 tonnes de blé depuis l'Inde. Cette fois-ci, le gouvernement a déposé une requête auprès de l'Inde pour l'achat de 200 000 tonnes de blé, rapporte le quotidien indien Financial Express, alors que le pays asiatique a interdit les exportations de blé depuis le 14 mai dernier. L'Éthiopie espère tout de même obtenir ce volume en misant sur l'argument de la sécurité alimentaire, un aspect qui devrait peser justement sur ce projet. La Banque mondiale promet 100 millions de dollars à la Somalie sur les 12 prochains mois. La Somalie bénéficiera donc de cette somme de la part de la Banque mondiale au cours des 12 mois à venir. L'information a été rendue publique par la chargée de la communication de la primature du pays. Il s'agira en tout cas de mettre en place des leviers pour développer le pays dans plusieurs secteurs.
On parle à présent de l'actualité au Cameroun. Le pays conserve sa note de défaut émetteur à long terme B avec perspective stable chez l'agence internationale Fitch Ratings. Le pays détient cependant un faible PIB selon l'agence par habitant, un climat des affaires peu favorable et des indicateurs de gouvernance peu satisfaisants selon le rapport. L'agence s'attend cependant à ce que le gouvernement poursuive ses efforts d'assainissement budgétaire pour soutenir sa croissance. La dette publique de l'État devrait légèrement remonter en 2022, soit de 0,4%. Au Niger, parlons du plan quinquennal de développement économique et social. On parle de 31 milliards de dollars prévus. Le gouvernement a donc annoncé cela il y a quelques jours seulement. Il s'articule autour de 3 axes stratégiques, à savoir le développement du capital humain, l'inclusion et la solidarité, la consolidation de la gouvernance, de la paix et la solidarité et enfin la transformation structurelle de l'économie. On va terminer du côté du Ghana. On parle de 857 plaintes de clients d'institutions financières enregistrées par la Banque centrale en 2021. C'est un rapport de la Bank of Ghana. 857 plaintes de clients d'institutions financières en 2021 contre 876 plaintes enregistrées en 2020. 65% du nombre total de ces plaintes ont été résolues à la fin de l'année 2021 contre 79% de résolutions en 2020. C'est tout pour l'information économique. Place maintenant au débat. Voilà, on va commencer rapidement par présenter notre panel. On va commencer du côté de Zoom avec vous, Monsieur Achille Eke. Vous êtes du côté des États-Unis. Vous êtes banquier, expert en haute finance, entre autres. Vous êtes également PDG des Washington Valuation Group à Washington, aux États-Unis. Bienvenue, Monsieur Eke. Bonsoir, Madame Sike. J'espère que vous m'entendez. Très bien, très bien. Très bien, je vous en prie. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver de nouveau sur votre plateau du grand débat économique ce dimanche. Je suis ravi d'être des vôtres et j'espère que le débat sera à la hauteur de l'attente de votre public. Je vous en prie. Le plaisir est partagé, Monsieur Achille Eke. Merci une fois de plus d'être avec nous. Du côté de Yaoundé, Monsieur François Bichoka, vous êtes avec nous. Vous êtes économiste et consultant, auteur du Solidarisme, une solution intégrée aux problèmes du développement économique et 2 ouvrages sur les marchés publics. Bonsoir, Monsieur Bichoka, et bienvenue. Bonsoir. Et bonsoir à M. Achille Eke et bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de cette chaîne qui se positionne véritablement comme une chaîne leader, n'est-ce pas, en termes de qualité de débat notamment. Merci d'avoir accepté cette invitation également. Alors, je présente ceux qui sont avec nous sur le plateau. Djibril Eyete, vous êtes avec nous. Vous êtes CEO d'ADPN, African Diaspora Project Management. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'être là. Alors, Paul est là, vous êtes aussi avec nous, économiste financier également, expert. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Manuela, un plaisir renouvelé. Bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs qui ne cessent de croître et c'est tant mieux pour l'audience de votre chaîne qui s'inscrit résolument dans la démarche panafricaine et d'éveil des consciences. C'est un plaisir. Bonjour à tous les techniciens qui abattent un travail considérable et bonjour à tous ceux avec qui nous allons partager sur cette thématique et échanger. Le docteur Yam Timba également enfin sur ce plateau. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir Madame Sike et merci de m'avoir invité une fois de plus. C'est nous qui vous remercions pour votre présence. Eh bien, sans plus tarder, on va ouvrir notre débat. Alors,
se former et chômer. En tout cas, la jeunesse africaine est à la recherche de l'emploi. Qu'est-ce qui explique le taux de chômage élevé sur le continent noir? Quelles solutions justement pour créer des emplois afin de permettre aux Africains d'être en pas d'une population active? D'ailleurs, tout à l'heure, ce sera le mot de l'économie. Tout à l'heure, avec Paul Ela, il reviendra sur cette notion. Mais avant, on va ouvrir le débat. Alors, je vais commencer par vous, docteur Yamb. Pourquoi est-ce que le chômage reste l'un des principaux défis aujourd'hui de l'Afrique? Principalement, lorsqu'on parle de chômage, on va directement l'Afrique. La première raison, c'est la manière dont l'économie est pensée et structurée dans nos pays. Tout à l'heure, lors des nouvelles économiques, la Côte d'Ivoire, ils cherchent 26 milliards. Tout à fait. Et ils en ont obtenu d'ailleurs d'autres qui, un peu plus de 10, en plus des 26 milliards qu'ils recherchent. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de chercher 26 milliards. Pourquoi? C'est ça le premier problème des Africains. Ouais. En 2005 ou 2006, le président Gbagbo disait que le kilo de cacao, que c'était pratiquement de l'esclavage que d'avoir le kilo de cacao à entre 1000 et 2000 francs CFA et qu'il devrait normalement coûter au minimum 20 000 francs CFA. Avec 2 millions de tonnes de cacao produits de l'année dernière et exportés, si vous multipliez chaque kilo par 20 000 francs, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire aurait pu avoir? Le problème, c'est la vision. C'est d'abord le problème que nous avons en Afrique. Mais la vision s'assied sur quelque chose que l'équipe de football du Cameroun appelle le Himle. Himle, ce n'est pas la foi. J'entends les gens traduire. Ça ne veut pas dire la foi. Ça veut dire la vision qui appelle une certaine détermination et laquelle détermination pousse à rechercher les moyens d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. C'est ça qu'on appelle le Himle. C'est cette vision, c'est cette attitude, la vision et cette attitude-là qui manque en Afrique. Et c'est pour ça qu'il y a du chômage. Ça peut paraître lointain, ça peut paraître un peu tarabiscoté, mais en fait, les questions politiques ne sont pas seulement s'asseoir et prendre une plume et dire on va faire un plan quinquennal, le Niger veut 31 milliards de dollars, la Côte d'Ivoire en veut 26, le Bénin va demander 14 millions de dollars pour surveiller ses frontières, le Cameroun dit ouais, mais nous on fait des emprunts obligataires. Non, c'est d'abord une question de vision. Pourquoi est-ce que les Africains ont autant de ressources? Tout à l'heure, on parlait de 20 000 francs CFA fois 2 millions de tonnes. Ça va vous faire combien? Ça va vous faire 40 000 milliards. 40 000 milliards de francs CFA. Qui couvre en tout cas toutes les demandes. Si les Ivoiriens disaient notre cacao, je vous rappelle, la Côte d'Ivoire, si vous prenez les 5 premiers producteurs de cacao au monde, la Côte d'Ivoire produit plus que les 4 suivants. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire contrôle le marché d'une manière qu'aucun pays de l'OPEP n'a jamais contrôlé le marché du pétrole. Et pourtant, il y a eu la crise de 73, il y a eu celle de 78, et il ne cesse d'avoir, et vous voyez, le Moyen-Orient s'est transformé grâce aux revenus du pétrole. Donc, vous avez 40 000 milliards de francs CFA, c'est plus que le PIB de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tout à fait. Seulement sur le cacao. Le cacao. L'Afrique se plaint. L'Afrique dit il y a trop de chômage. Non, il n'y a pas trop de chômage. L'Afrique est mal dirigée et l'Afrique n'a pas d'élite. Une élite, c'est des gens qui ont une vision, qui visent les 5 choses fondamentales que sont la satisfaction des besoins fondamentaux d'un peuple. Parce qu'une société se constitue sur cette base, pas sur une autre. Comment satisfaire nos besoins? Se nourrir, se loger, se vêtir, s'éduquer, se soigner. Voilà les 5 besoins de base qui sont au fondement de la société. Le problème, c'est que quand vous lisez les programmes économiques de la plupart de ceux qui dirigent l'Afrique, vous vous demandez quel est leur problème. Vous avez entendu le Niger chez 31 milliards de dollars. Vous avez entendu un seul point où on parle d'industrialisation? Non. La Côte d'Ivoire veut 26 milliards. Vous avez entendu qu'on va créer des usines? Mais à la fin, que veulent les Africains? Mais on ne crée pas de l'emploi en gérant de l'inclusion. C'est quoi l'inclusion?
On ne crée pas de l'emploi en disant, bon, mais voilà, on va faire de l'éducation. Non, l'éducation, c'est quelque chose qui est à la base, mais comment vous l'organisez? Parce que l'éducation, c'est des livres, c'est des cahiers, c'est des crayons à billes, c'est des règles, c'est des gommes, c'est des tableaux noirs, c'est des salles de classe. Voilà la rentrée scolaire qui arrive. Les pays africains dans lesquels on parle le français, utilisent le franc CFA, vont dépenser près de 10 milliards de dollars pour acheter des cahiers, des livres, des règles, des gommes à l'extérieur. Et vous êtes surpris qu'il y ait du chômage en Afrique? Je vous prends un autre exemple. Les Africains, l'année dernière, ont dépensé 12 milliards de dollars pour acheter du blé. 12 milliards de dollars. Si vous prenez simplement, mais on parle là d'un continent qui a 60% des terres arables dans le monde, non cultivées. Et si vous prenez un coût à l'hectare de 10 000 dollars, 10 000 dollars à l'hectare, les Africains, il leur suffisait d'avoir 1 200 000 hectares et ils auraient produit l'équivalent. Mais si vous considérez que ce n'est pas leur alimentation traditionnelle, et donc on ne comprend même pas très bien pourquoi ils dépensent 12 milliards de dollars pour acheter une chose qu'ils ne consomment pas traditionnellement, et que dans leurs habitudes alimentaires traditionnelles, ils ont des cultures qui peuvent aller jusqu'à 5, 6, 7, parfois 10 fois le rendement du blé. Je parle par exemple du manioc, peut faire 60 tonnes à l'hectare de manioc. Le rendement le plus élevé de blé dans le monde est atteint aujourd'hui par les Chinois, c'est environ 5 tonnes, 5,2 tonnes à l'hectare. Par les Chinois, c'est le premier producteur mondial de blé. Les Africains dépensent quand même 12 milliards pour ça. Alors que si vous prenez donc 10 fois l'équivalent de ce que le manioc peut offrir, ça veut dire qu'ils n'auraient même pas besoin d'1 200 000 hectares pour produire l'équivalent. Ils auraient besoin de 10 fois moins. Donc, ils économiseraient leurs terres, ils travailleraient mieux. Le problème, c'est que si vous prenez... Après, vous avez quand même le président de la Banque africaine de développement qui dit « Ah ouais, mais on va mettre 1 milliard de dollars pour ça. » Mais ils ont déjà dépensé 12 milliards. Vous leur proposez 1 milliard. Il y a un problème. Je ne sais pas exactement ce que vous estimez. Quels sont les objectifs que vous êtes fixés. Alors, pour produire par hectare, c'est-à-dire que par hectare de culture, de manière générale, chaque fois que vous prenez 5 hectares, vous devez mettre, quand vous atteignez l'agriculture intensive, vous devez mettre entre 2 et 4 employés pour 5 hectares. Donc, si vous avez 1 200 000 hectares qu'on devrait cultiver, ben vous êtes autour de 240 000, à peu près 240 000, 250 000 emplois. Et je vous prends un exemple local concret. En 2010-2011, le Cameroun a un projet qu'on appelle le projet Manioc, qui aurait dû créer dans le sud-ouest autour de 25 à 30 000 emplois, dans l'est autour de la même chose, autour de Douala dans les 10 000 emplois, autour de Saint-Mélima dans les 10 000 emplois, autour de Monatel dans les 10 000 emplois. C'est-à-dire que 80 000 emplois à peu près. Mais ce projet est mort quelque part entre le ministère de l'économie, le ministère des finances et Saint-Mélima. Pourquoi? Parce que les gens ont cru que ce qui était important, c'est l'argent pour construire l'usine. On a construit l'usine, on a oublié la production de manioc. L'usine est là, ça n'a jamais transformé un seul kilo de manioc. Pourtant, c'est par là qu'on devait commencer. Ceux qui ont géré le projet en amont ont été mis de côté. Ce qui est bizarre chez nous, c'est qu'en fait, il n'y a pas une vision, une projection de notre développement qui se fonde sur nos traditions alimentaires, sur nos traditions, notre culture de manière générale, et donc finalement sur la façon dont nous formulons les 5 besoins de base. Nous nourrir, on se nourrit comment, avec quoi? Se vêtir, on se vêtit avec quoi? S'éduquer, comment? La transmission des savoirs. Là, je vous ai dit tout à l'heure, on va dépenser 10 milliards de dollars pour acheter des livres, des cahiers et des gommes. Se soigner, on se soigne comment? Et finalement, se loger, on se loge comment? Vous prenez le logement traditionnel africain, il coûte à peu près 35 à 45-50% de ce que coûte le logement dit moderne, par pain, avec du ciment, alors qu'il faut après quand même, son coût d'exploitation est extraordinairement élevé, celui du logement moderne, parce qu'il faut rafraîchir l'intérieur, il faut l'éclairer, il faut faire, etc. Traditionnellement, on n'a pas besoin de ça. Donc, il y a un problème de chômage chez nous, c'est en fait la structure de notre économie, mais c'est surtout la vision politique de ceux qui dirigent le continent. Tchoundjian Poemi, je sors par là, Tchoundjian Poemi, dans Monnaie, Servitude et Liberté, disait qu'en Afrique, il y a 2 types d'économistes. Il y a les économistes, malheureusement, qui sont ceux qui sont écoutés par les chefs d'État,
ou qui sont les chefs d'État et qui sont des économistes FMI et Banque mondiale. Sauf que la FMI, la Banque mondiale et le FMI, mais ce sont des outils de néocolonisation. Ce sont des outils de prédation internationale qui n'ont aucun intérêt à ce que l'Afrique se développe. Et vous avez les autres économistes qui disent tous les jours, si vous arrêtez d'importer du blé, 12 milliards de dollars en un an, et que vous les mettez dans le mil, le sorgho, vous donnez de l'emploi aux gens qui sont chez vous, vous donnez de l'emploi à ceux qui vont gérer la chaîne logistique, vous donnez de l'emploi à ceux qui vont pouvoir transformer, vous donnez de l'emploi à ceux qui vont pouvoir être au niveau final. Mais en fait, ce genre d'économiste, on ne l'écoute pas. On va écouter celui qui dit non, il vaut mieux importer du blé et le vendre ici. Au mieux, vous le moudre. Donc, en fait, nous sommes... ça peut paraître curieux, mais la question économique en Afrique est fondamentalement une question politique. Et cette question politique-là, tant qu'on ne l'a pas encore résolue, on peut présenter tous les programmes qu'on veut, ça ne marchera pas. Merci à vous, Dr Yam Timba, déjà pour ce premier jet. Monsieur Eke, je vous retrouve du côté des États-Unis. Alors, comment est-ce qu'on pourrait employer justement ce capital humain? On parle de plus d'1 milliard justement d'habitants. Lorsqu'on parle du continent africain. Alors, pourtant, l'Afrique, justement, en tant que continent, est un marché. Du coup, le facteur démographique également devrait être un avantage. Mais à ce niveau, est-ce que la théorie du capital humain pourrait s'appliquer en Afrique? Il va falloir composer avec, n'est-ce pas, le capital humain que l'Afrique a. C'est derrière une source importante que l'Afrique, enfin, je veux dire dans ce sens que, comme M. Timbala dit tout à l'heure, il y a un problème de vision. Je pense qu'on a le capital humain là, l'expertise, n'est-ce pas, que l'Afrique a pu glaner durant ces 30 ou 60 dernières années, est là à la disposition, n'est-ce pas, des dirigeants, et, n'est-ce pas, de nos États. Malheureusement, il y a une mauvaise utilisation. Et ça peut s'expliquer sur deux plans, c'est-à-dire sur le plan extérieur et sur le plan intérieur. Sur le plan extérieur, on a des forces exogènes qui mettent des pressions assez considérables sur nos États. Je vais parler par exemple n'est-ce pas, des pays occidentaux qui, lors de cette période de colonisation qui nous ont légué, nous ont mis dans une situation où nous ne pouvons en aucun cas être en position de nous développer, parce que nous développer serait, n'est-ce pas, un problème majeur pour eux. Ils ont besoin des Africains comme des consommateurs essentiellement de leurs produits, mais ils ne veulent pas que les Africains soient entièrement pauvres. Donc on nous maintient dans un état, n'est-ce pas, mi-pauvre, mi-développé. Et c'est fait, n'est-ce pas, de façon structurelle, de façon planifiée. Alors donc ça c'est un aspect du volet extérieur. Le second aspect du volet extérieur, on pourra parler, n'est-ce pas, de tous ces accords de partenariat que nous avons développés que nous avons signés avec ces pays, n'est-ce pas, occidentaux notamment, les ACP, les APE et tout ça, qui justement participent au freinage, n'est-ce pas, du développement, n'est-ce pas, des pays africains. Donc ça, c'est des choses qu'il faudrait revoir sur le plan extérieur. Sur le plan intérieur, il y a, comme M. Timban l'a dit, il y a une absence de vision, n'est-ce pas? Il y a une absence de vision, une vision qui serait absolument liée à la culture, à ce que nous consommons, à nos préférences culturelles. Alors, cette vision doit être pensée au plus haut niveau pour permettre à ce que son implémentation soit faite de façon effective, notamment dans la formation, éducation, n'est-ce pas, de nos enfants, de nos élèves, que ce soit sur le plan, au niveau primaire, au niveau secondaire, au niveau universitaire. Donc, il faudra avoir des politiques qui sont des politiques d'éducation qui sont basées sur une vision générale, n'est-ce pas, de nos États par rapport aux produits finis que nous voulons, n'est-ce pas, sortir de cette éducation-là pour pouvoir servir les entreprises qui donc devront les employer.
Alors, parce que s'il n'y a pas d'adéquation entre la formation et l'entrepreneuriat, alors il y aura toujours problème de chômage et il faudra être capable de s'adapter de façon rapide. D'où cette stratégie qui est utile, indispensable, qu'il faudra mettre sur pied pour que le produit fini qui en sorte puisse être utilisable de façon naturelle dans notre environnement, que les produits que nous allons fabriquer puissent être consommés localement pour pouvoir permettre aux entreprises qui produisent ces produits de pouvoir générer des bénéfices et pouvoir recruter plus d'employés et donc devenir comme des multinationales européennes. Alors, il faut donc tout ceci doit être lié. S'il y a un nœud dans cette stratégie qui ne fonctionne pas, on va rester structurellement dans cette situation où la demande, n'est-ce pas, où on fabrique beaucoup de chômeurs parce que le système dans lequel ces personnes sont formées ne leur permet pas de pouvoir trouver des emplois adéquats à leurs besoins environnementaux immédiats. Voilà un petit peu mon premier jet. Merci. Et je me retourne vers vous, Paul est là pour parler justement, monsieur Eke parlait de cette formation, il faudrait des produits en tout cas qui soient adaptés à l'emploi et justement le modèle de formation calqué généralement sur le modèle européen est considéré pour beaucoup comme un handicap dans le système économique africain. Tout à fait. Alors, c'est très bien la perche que vous me tendez parce que c'est bien par quoi je voulais commencer. C'est dire si on est en phase. Alors, il y a une grosse problématique en Afrique en général. C'est celle de l'extraversion des modèles économiques que nous utilisons. Et ça, Yam Timbala dit tout à l'heure, nous avons malheureusement nous continuons malheureusement à nous soumettre en fait aux injonctions des desiderata des institutions de Bretton Woods que sont la Banque mondiale et le FMI, qui vous disent faites ci, faites ça, on va venir contrôler que vous avez fait ci, on va venir contrôler que vous avez fait ça. Mais ça n'a absolument aucun rapport avec notre réalité économique et avec nos projections, avec nos priorités, avec notre réalité historique et culturelle. Parce que quand on parle de l'économie, l'économie en réalité n'est que l'expression de tous les aspects d'un peuple, sur un territoire donné. C'est-à-dire que l'économie prend compte de l'historicité d'un peuple, elle prend compte de la culture d'un peuple, elle tient compte des aspirations d'un peuple, de la civilisation même de ce peuple-là qui participe elle-même de la culture et tout ça. Donc en réalité, du moment où vous confiez la gestion de votre économie à des entités extérieures qui ont des intérêts contradictoires aux vôtres, mais ne vous attendez à rien. Vous aurez beau parler de DSCE, de SND, de tout ça, ça ne sert strictement à rien. Mettez vos projections de développement en 2035, en 2080, en 2100, ça ne sert strictement à rien, tout simplement parce que vous n'avez aucune vision qui participe de la réalité de votre environnement. Aussi simple que ça. Et quand on parle d'emploi, je rappelle, comme on le sait d'ailleurs, qu'il n'existe pas de politique économique qui fasse sens quand elle ne se définit pas comme devant satisfaire les besoins des populations. C'est la finalité de toute politique économique. Alors, quand on a dit ça, et qu'on sait qu'on se retrouve dans des situations où on nous parle de formation, alors que cette même formation est calquée sur des modèles extérieurs qui ne correspondent en rien aux priorités et aux aspirations économiques du peuple, aux besoins même économiques de cette population-là, de ce pays, vous comprenez qu'on ne peut que former des chômeurs. Quand on prend le rythme auquel se développent nos structures de formation et les domaines de formation qu'on privilégie, mais vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir avec notre réalité. Alors, l'Occident s'est développé, l'Europe d'abord, à partir du 19e siècle, après les révolutions industrielles, a commencé à créer de la valeur. On sait quand même d'où ils sortaient. Ils sortaient bien d'une guerre fratricide, celle de 100 ans de la peste noire où ils étaient complètement décimés. Ils réussissent à se refaire une santé économique grâce aux fruits de l'esclavage qui permettent de créer une dynamique de production qui devient l'industrie et qui contribue à consolider et améliorer le capital
au moins financiers, qui permettaient donc de se projeter et de remettre en marche, en ligne de marche leurs économies. Alors, à partir de quel moment les Occidentaux aujourd'hui se sont retrouvés dans l'industrialisation des services? Parce qu'on est d'abord parti de l'industrialisation des produits. Oui. Aujourd'hui, on est dans une dimension où l'industrie des services est beaucoup plus importante. Pourquoi? Mais parce qu'ils avaient déjà suffisamment créé de la richesse sur la base de la production des biens matériels. Et ensuite, il fallait passer à un niveau de service. Alors, ces services-là entraînent un type de formation. Vous voyez qu'il y a une évolution bien précise. Il y a une évolution structurelle. Alors, quand les pays africains qui n'ont pas commencé à s'industrialiser plébiscitent les services, aussi bien au niveau de la formation qu'au niveau de la structure économique. Je vous rappelle que quand vous prenez la structure économique d'un pays comme le Cameroun, et c'est quasiment la même chose pour l'essentiel des pays d'Afrique subsaharienne, à quelque chose près, vous avez à peu près 40% pour le secteur primaire, donc agricole, vous avez, et matières premières en général, vous avez à peu près 40% également pour les services, et vous avez à peine 15 à 20% pour les produits manufacturés, donc pour le secteur industriel, donc le secteur secondaire. Quand vous regardez ça, vous comprenez qu'il y a une vraie inadéquation avec nos ressources naturelles. Il y a une vraie inadéquation également avec la formation. Aujourd'hui, dans quoi se forment davantage nos étudiants? Puisque la thématique, c'est se former et chômer. Oui. Dans quoi se forment essentiellement nos étudiants? Regardez les pourcentages. Comptabilité, finance, marketing, management. C'est très bien, hein? C'est très bien, c'est très beau. Mais sauf qu'on est en train de suivre un modèle, un rythme qui n'est pas le nôtre. Parce qu'eux, ils ont eu le temps de créer de la richesse sur la base de l'industrialisation des produits. Et les services, en réalité, quand vous faites comptabilité, ce qui est bien, c'est bien, mais en réalité, ça ne correspond pas. Mais ça participe aussi d'une politique de la formation de nos dirigeants. Regardez tous nos établissements. Les établissements privés comme publics naissent tous les jours. Et ils forment qui? Des comptables, des marketistes. Mais en réalité, quand vous êtes déjà dans la formation des services, donc de l'immatériel, c'est pour gérer quoi? Quand vous n'avez déjà pas créé le socle industriel sur les produits. On a des services parce qu'il y a déjà une richesse qui est créée sur la base des produits, d'une industrialisation originelle qui est basée sur les produits. Et donc, il y a un problème d'inadéquation entre les politiques de formation et les politiques d'emploi sur la base justement de notre réalité économique. J'ai parlé tout à l'heure des secteurs. Le secteur agricole, que ce soit le secteur ou les populations, vous avez l'essentiel de nos ressources qui sont des ressources du sol et du sous-sol. Mais qu'on vend en brut, sans aucune valeur ajoutée. Ça veut dire quoi? On vend du cacao, du pétrole, du coton, tout ce que vous voulez. On les vend en brut. Ça veut dire que d'autres vont transformer et vont créer de la valeur ajoutée. Ça veut dire qu'on est en train d'exporter des emplois. On donne des emplois aux pays qui font de la transformation. Parce que vous avez, en politique économique, vous avez deux grands types de politiques économiques. Vous avez les politiques conjoncturelles, donc à court terme, entre 12 mois et 18 mois. Et vous avez les politiques structurelles, qui sont davantage tournés vers les réformes agraires, vers les réformes des secteurs bancaires, vers les réformes des systèmes éducatifs, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça, c'est les politiques structurelles. Mais dans les politiques conjoncturelles, vous avez quatre facteurs, parmi lesquels l'emploi, qui sont les principaux éléments sur lesquels se fonde une politique économique pour créer de la richesse et entre autres, donc, générer des emplois. Vous avez la croissance, vous avez l'inflation, vous avez la balance commerciale et vous avez l'emploi. Ce qu'on a appelé le fameux carré magique de Kaldor, qui en fait, c'est une théorie d'un économiste anglais du XXe siècle, Nicolas Kaldor, qui justement expliquait que ces quatre éléments sont interdépendants. Et si vous ne touchez, si vous n'actionnez pas suffisamment
votre politique au niveau de la balance commerciale, vous avez un impact sur l'emploi. Si vous ce n'est pas suffisamment, enfin, de façon adéquate, votre politique économique sur la croissance, vous avez un problème d'inflation et ainsi de suite. Bref, les quatre sont dépendants. Oui. Et pour donc permettre qu'on ait des emplois, il faut absolument créer de la croissance. La croissance se crée parce qu'il y a de la consommation. Il y a de la consommation parce qu'il y a de la demande. Et quand il y a de la demande, ça booste l'activité industrielle. Et quand il y a l'activité industrielle, il y a des emplois. Merci à vous, Paulela. Avant de vous retrouver, Monsieur Bichoka, effectivement, puisqu'on parle de système éducatif, prenons un exemple du côté du Sénégal et parlons peut-être de la faculté des lettres et des sciences humaines, considérée justement comme la plus ancienne et la plus prestigieuse des facultés. Elle accueille aujourd'hui près de 25 000 étudiants. Et voilà, et voici quelques départements de cette faculté, par exemple. Département langue et civilisation germanique, département études anglophones, département d'arabe, géographie, histoire, langue ancienne, langue persane, langue et civilisation romane, lettres modernes, linguistique, sciences du langage, philosophie, langue et civilisation slave, sociologie, langue étrangère appliquée. Alors, on voit ce type de département, et ce n'est pas seulement le cas du Sénégal. On a ce type de département dans nos différentes universités qui accueillent des milliers d'étudiants qui forcément, après ces différentes formations, n'ont pas de réelle possibilité d'emploi justement dans notre système. Mais lorsqu'on prend les cas de formation, par exemple la médecine, là on compte, c'est très sélectif. On parle de 300 admis, peut-être pas 400 ou 500. Donc une fois de plus encore là, le système éducatif est remis en question. C'est à moi qui ai adressé la question. Tout à fait, Dr Bichoka. D'accord. Alors, moi, j'aimerais, avant de répondre à votre question, revenir un peu sur des facteurs historiques qui déterminent la situation que nous vivons aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que les économies africaines sont issues de la colonisation. Et le système colonial avait institué ce qu'on appelle une économie de traite. Ça veut dire que les colonies étaient exploitées pour la récupération des matières premières qui devaient alimenter l'industrie et la croissance en Europe. Ça n'a pas été conçu pour développer les colonies. Et c'est pour cela que vous allez voir que la France, qui a colonisé le Cameroun pendant plus de 40 ans, n'a pas créé de lycée. Avant 1956, le lycée Leclerc date de 1956. Donc tous ceux qui devaient aller fréquenter allaient en Europe. Donc c'était fait pour que la colonie n'ait pas des éléments de l'autonomie et qu'elle ne soit que spécialisée pour la main-d'œuvre agricole, pour rapatrier, n'est-ce pas, le coton, pour fabriquer les tissus en Europe, pour rapatrier l'huile de palme, pour alimenter l'industrie. Donc voilà déjà sur le plan historique les facteurs de division du travail qui nous ont plongé déjà dans un rôle, si vous vouliez, qui était presque de l'esclavage. Ce qui se passe, c'est que une fois devenus indépendants, nous sommes restés dans le modèle de ce qu'on appelle la théorie de la dépendance. Donc, nous sommes restés dans une approche centre-périphérie où nos pays ont continué de se spécialiser dans ces produits. Or, ça aurait été une bonne chose s'il y avait ce qu'on appelle une égalité des termes de l'échange. Parce que ce qui se passe, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque vous prenez un ouvrier agricole qui travaille, par exemple, dans les plantations de bananes de Ndjombe, il gagne 35 000 francs par mois. Mais lorsque vous prenez un ouvrier agricole qui travaille dans une vigne à Bordeaux, il gagne 1 000 euros. Donc vous voyez que pour un travail égal, vous avez déjà des salaires qui vont du simple au multiple de 20. À partir de ce moment, même si à travail égal, vous voyez que vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que ce planteur ne peut pas acheter les produits qui travaillent. Donc ça, c'est la première chose qui fait donc ce déséquilibre des termes de l'échange. Donc si au moins, dans cette économie de traite, on avait au moins le juste prix, mais on ne peut pas avoir le juste prix parce qu'ils se sont arrangés à ce que presque tous les pays africains se mettent à produire la même chose.
À partir de ce moment-là, ça fait que le prix va chuter. Et lorsque le prix chute, vous ne pouvez pas effectivement vous en sortir par cette voie. Et vous avez vu, lorsqu'il y a eu les crashs pétroliers, ce qui s'est passé, c'est que dans les bourses de valeur, les bourses d'échange, ils ont fait baisser les prix des matières premières africaines pour pouvoir faire des économies de ce qu'ils ont eu à dépenser, par exemple, un peu plus pour l'achat des hydrocarbures. Du coup, on s'est retrouvé dans la crise économique. Donc, c'est une crise qui a été absolument importée. Maintenant, je veux revenir sur les choix d'une économie, parce que pour moi, je le dis souvent, les économies africaines ne sont pas des économies. Ce sont des colonies nationalisées. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas la propriété, elles ne se sont pas appropriées la conception de leur développement. Elles continuent de fonctionner sur le modèle de l'économie de traite. Et c'est pour ça que quel que soit ce qu'elle fera, elle ne s'en sortira pas. Une économie doit penser premièrement. La première chose, c'est de dire qu'est-ce que nous voulons produire, quelles sont nos ressources. C'est un peu comme une femme qui est dans une maison, parce que l'économie vient déjà du terme gestion de la maison. Lorsqu'une femme a un budget de 50 000 francs, elle réfléchit en se disant qu'est-ce que je peux utiliser comme menu pour permettre à toute la maison de manger jusqu'à la fin du mois. Donc vous voyez qu'un pays doit se poser une première question. Quels sont les besoins de ma population en termes de vêtements? Je prends un exemple très simple. Il y a 25 millions d'habitants au Cameroun. Si chaque Camerounais ne porte qu'un vêtement chaque année, ne court un vêtement chaque année, ça fait près de 204 000 vêtements qu'il faut coudre par jour. Est-ce que nous avons accès à un système de production pour le textile et le vestimentaire? C'est-à-dire que est-ce que les enfants qui naissent chaque jour, est-ce qu'il y a une politique pour s'assurer qu'on a des habits pour bébés, qu'on a des couettes, qu'on a des lits pour bébés, qu'on a des chaussons, des tricots? Non, on n'y pense pas. Est-ce que les enfants qui vont à la maternelle, est-ce qu'on prévoit que cette année, il y a eu par exemple 1 million de naissances? Ça veut dire que dans 5 ans, on aura besoin de 5 millions de places dans les maternelles. Est-ce que nous avons mis en place une politique pour fabriquer des cartables? Donc, c'est ça le problème. Si vous avez des enfants qui portent des sacs et que vous n'avez aucune école qui forme dans la fabrication des sacs, vous n'avez aucune école qui forme dans la fabrication des chaussures, même notre propre armée ne produit même pas ses propres couteaux. À partir de ce moment-là, toutes les formations que vous faites, dans la mesure où pour vous, tout ce que vous produisez des matières premières et vous utilisez les devises pour aller acheter les produits manufacturés. Or, si vous pensez à une économie indépendante, c'est-à-dire la théorie de l'économie nationale, à partir de ce moment, avant de produire, vous vous dites voici nos besoins. Il faut recenser les besoins de la population en termes de nourriture, en termes de vêtements, en termes de cartables, en termes de chaussures. Et lorsque vous connaissez où sont vos besoins, et lorsque vous savez quels sont les biens pour lesquels vous avez la technologie pour produire, par exemple les chaussures se produisent depuis l'Égypte. Donc il n'y a pas un problème aujourd'hui, c'est des technologies de basse échelle. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à produire les chaussures? Il n'y a pas d'école au Cameroun qui forme dans la fabrication du tissu. Il n'y a pas d'école qui forme dans la teinture. Mais vous avez 5000 étudiants en première année de droit à soi. Donc, si vous faites 5000 licenciés chaque année en droit, alors qu'il n'y a que 5000 avocats, et le marché ne peut pas contenir plus de 5000 avocats au Cameroun, vous avez, au lieu de former des gens qui vont vous fabriquer des chaussures, de former des gens qui vont vous fabriquer des vêtements, à partir de ce moment, vous allez former des comptables. Le comptable aura sa place. Le juriste aura sa place. Le marketiste aura sa place. Parce que vous avez produit quelque chose. Mais si vous ne produisez rien, mais vous formez des gens, même si vous formez des mécaniciens, si vous formez des ingénieurs et que c'est les Chinois qui gagnent les marchés de construction des stades de 2000 places, mais même si vous formez dans n'importe quel domaine, du moment que vous n'êtes pas dans la logique de produire ou bien de produire vous-même, à partir de ce moment, on est dans une économie totalement extravertie où il n'y a pas de concepteur de l'économie. Parce que ceux qui dirigent le pays, c'est des gens qui ont fait des études
à l'école d'administration d'outre-mer. C'est une école qui était formée pour gérer l'économie, c'est-à-dire rendre l'économie exploitable. Comment faire pour que la population continue de ne produire que le cacao sans se rebeller? Alors que, par exemple, les écoles comme l'ENA forment les concepteurs, les stratèges du développement. Et c'est cette école aujourd'hui, on a à l'ENAM. L'ENAM vous forme des inspecteurs des impôts du Trésor. C'est des gens qui sont là pour appliquer des techniques du Trésor. Ce n'est pas des gens qui sont là pour penser la stratégie pour positionner le pays. Comment vous pouvez développer un pays lorsque l'État n'est pas un État stratège, n'est pas un État qui se positionne en termes de stratégie? L'État, c'est comme une entreprise. Lorsque une entreprise ou un média comme For You Media se crée, il se positionne en se disant voilà mes cibles, voilà mes stratégies. L'État réfléchit de la même manière. Est-ce que j'ai besoin de fabriquer des armes? Si oui, quel type de formation j'ai besoin? Vous formez des ingénieurs mécaniciens à Polytechnique ou dans d'autres écoles dans le but de fabriquer des armes de main, dans le but de fabriquer des vélos, dans le but de fabriquer des pousses, dans le but de fabriquer des pompes. C'est à ce moment que vous créez l'activité économique et que tous les gens que vous formez peuvent s'employer. Mais si l'activité économique tourne autour de la fonction publique, des recettes d'exportation qui sont réexportées immédiatement, vous êtes dans un cercle vicieux, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Il faut qu'on reprenne, n'est-ce pas, la maîtrise de notre destin, et ça passe par la réflexion. C'est pour ça que j'ai écrit la théorie sur le solidarisme économique il y a quelques années, pour montrer que l'économie est interdépendante. Vous ne pouvez pas faire des politiques à la petite semaine, vous devez tout intégrer, c'est-à-dire que même les formations, lorsque vous ouvrez des facultés, par exemple, de droit, vous devez savoir quels sont les besoins en droit, en spécialité de droit. Si c'est 500, vous ne faites que 500. Regardez les pays comme l'Angleterre. L'Angleterre, chaque année, définit le nombre d'étudiants dans des facultés. Et lorsque vous voulez postuler dans ces facultés, si c'est 5000 étudiants, quand les 5000 sont atteints, vous ne pouvez plus entrer. Donc, on met même des prix élevés pour décourager les gens. Mais au Cameroun, on a opté pour ce qu'on appelle la démocratisation de l'enseignement en se disant que plus les gens sont instruits, mieux ça vaut, même si on ne sait pas où ils vont se retrouver. Donc je pense que le vrai problème, c'est aujourd'hui de retrouver la souveraineté intellectuelle, la souveraineté conceptuelle, de faire en sorte qu'il y ait toutes les intelligences dans les domaines se retrouvent pour fusionner, de telle manière que nous ayons des stratégies qui soient véritablement adéquates pour adresser les problèmes du développement. Donc, c'est pour ça que je dis que si vous n'avez pas, parce qu'il y a des filières comme les langues germaniques, c'est important pour un pays d'apprendre l'allemand. Parce que si vous voulez faire de l'intelligence économique, de la stratégie, vous devez savoir ce que les autres pensent. Mais vous en avez besoin peut-être que de 10 par an ou de 20 par an. Mais si vous en avez 1000 par an, 1000 juristes, au Cameroun, je vais vous dire, il y a 40% des étudiants qui sont formés dans les filières de sciences sociales, c'est-à-dire le droit, la gestion et l'économie. Vous avez 20% qui sont formés dans les sciences humaines, droit, sociologie, lettres, sociologie, philosophie et tout. Vous avez 20% qui sont formés en faculté de sciences, de maths, de sciences physiques. Vous avez moins de 10% qui sont dans des filières professionnelles. Vous avez par exemple au Cameroun que 15 personnes qui sont formées à l'école d'agronomie. Donc, comment est-ce que vous pensez? Il n'y a même pas une SAR qui forme pour la cordonnerie. Il n'y a même pas pour les métiers comme la lingerie féminine, fabriquer des soutiens. Il n'y a personne, aucune école. Comment vous pensez que vous allez vous développer lorsque vous ne comprenez même pas? Donc, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que les gens qu'on nomme, non pas, il faut nommer des gens qui ont un homme politique, c'est un homme qui a la capacité de penser. Un homme politique, c'est un penseur. Un homme politique, ce n'est pas quelqu'un qui cherche des postes. Je pense que c'est un problème, c'est bien quand vous nous donnez l'occasion d'en parler. Vraiment, c'est un problème philosophique, c'est un problème de base. Donc, je m'arrêterai là pour le moment pour permettre aux autres panélistes de s'exprimer sur la question.
Merci à vous, Dr Bitchoka. Effectivement, on reviendra tout à l'heure pour des propositions ou du moins des solutions concrètes. Djibril Ita, je me retourne donc vers vous. Vous qui travaillez justement au quotidien à côté des jeunes, vous accompagnez les jeunes, surtout, je précise, de la diaspora, parce que effectivement, on parle également de la fuite des cerveaux aussi, hein, surtout lorsqu'on parle aussi d'emploi, de chômage et tout. Alors moi, ce que j'aimerais déjà vous demander de prime abord, qu'est-ce que vous proposez justement dans le cadre de votre accompagnement? Quel est le secteur d'activité dans lequel vous accompagnez ces jeunes? Alors, merci déjà de me donner la parole. Nous sommes très actifs depuis près de 7 ans dans l'accompagnement des projets de la diaspora. Ce sont des investissements, de la gestion de patrimoine pur et dur. Et nous sommes assez actifs dans le domaine de l'agribusiness. Voilà. Et dans le monde du foncier, de l'immobilier et des projets divers et variés. Alors, ce que je dirais, parce que j'ai prêté attention à tout ce que nos confrères ont pu dire, je dirais qu'en réalité, on est un peu dans un cercle vicieux. Je m'explique. Oui. C'est-à-dire qu'on va avoir une diaspora qui a travaillé, qui aujourd'hui a une forte expérience de l'autre côté, qui est désireuse de vouloir investir dans son pays, de préparer le terrain du retour à un moment donné, mais qui est confronté à une problématique majeure, c'est celle de la réalité de la population locale. C'est-à-dire qu'on va avoir une diaspora qui va envoyer de l'argent, par exemple, à travers notre structure, et lorsque nous sommes confrontés au recrutement de personnes sur place, qui peuvent être des personnes, on peut dire qualifiées, entre autres, du moins volontaires pour travailler, qui veulent bien un emploi, on va se retrouver avec des personnes qui, malheureusement, ont des dérives au niveau de leur comportement. Exemple, nous sommes dimanche aujourd'hui, où à 20h, si vous allez en France, à 20h, tout est fermé, tout le monde est au lit parce qu'on sait qu'on ira travailler le lundi. Mais nous avons malheureusement des personnes qui ne sont pas suffisamment consciencieuses justement de leur propre avenir, de leur propre destin. Ça, c'est ce que j'ai à dire. Vous allez proposer des formations qualifiées, vous allez proposer des mesures d'accompagnement, des financements. Mais que va faire la population locale avec ces financements? Est-ce qu'ils iront jusqu'au bout de leur projet? Alors, on va avoir cette diaspora qui investit, qui travaille vraiment avec cette volonté de mettre des projets sur la table, même ici au niveau du Cameroun, et qui va être confronté à cette problématique d'avoir des Camerounais, du moins des Africains, qui veulent bien comprendre déjà les sacrifices qu'ils ont pu faire en investissant cet argent, mais derrière aussi d'avoir des politiques qui pourront protéger ces investissements-là. En termes de, aujourd'hui on a parlé, ça fait déjà des lustres de la double nationalité, on parle aussi ils sont éloignés lorsqu'il y a un problème, comment la justice va régler leur problème, cet encadrement-là, ça manque, ça décourage. Et à un moment donné, ça devient même dangereux pour eux. Ça veut dire qu'ils sont pris un peu entre deux chaises. Ils sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, un pays qui les accueille, qui les forme. Ils veulent investir de l'argent, ok, on ne va pas vraiment parler d'évasion fiscale, mais ils veulent investir de l'argent. Et derrière, à chaque fois, ça va être un cercle vicieux. Ils vont envoyer de l'argent et les projets ne vont pas toujours... Et lorsqu'ils investissent, sur quoi portent les projets? Alors, en grande majorité dans l'agribusiness. L'agribusiness. Et justement, puisqu'on parle de l'emploi, la création de l'emploi, tout à l'heure vous avez parlé de ces personnes-là qu'il faudrait peut-être recruter pour pouvoir réaliser, j'imagine, ces différents projets. Alors, quel est le profil, justement, que vous avez généralement? Est-ce que vous faites face à une jeunesse formée, qui n'a pas d'emploi, ou alors à une jeunesse qui n'est justement pas formée, ou alors, par rapport à ce que vous proposez, il n'y a pas d'adéquation avec la formation ici? Alors, très bonne question. Disons que nous avons, dans la plupart des cas, de ce que j'ai pu rencontrer jusqu'ici, nous avons vraiment des très grands penseurs, théoriquement. Des personnes qui, pour un champ de tomates par exemple, des ingénieurs agronomes qui pourront vraiment vous faire un projet, mener un projet les yeux fermés. Mais sur le terrain, c'est toute une autre réalité. Toute une autre réalité parce que, à mon sens, ces personnes-là n'ont pas eu suffisamment de périodes de stage pour pouvoir être confrontées à des problématiques et à pouvoir les résoudre suffisamment. Donc on a vraiment un problème entre le théorique et le côté pratique.
Donc, on peut dire que les formations ne sont pas, si on peut le dire ainsi, les formations, la population n'est pas très bien formée pour un certain secteur d'activité. Oui, oui et non. Disons simplement qu'elle est formée théoriquement, ok, mais elle a besoin de davantage d'expérience sur le terrain pour pouvoir produire des résultats et amener à des projets gagnants. Et qu'est-ce qui explique, lorsque vous rencontrez ces jeunes, qu'est-ce qui explique selon vous le chômage, leur situation, la situation dans laquelle justement ces jeunes sont, les situations de chômage? Bon, après, chômage, c'est un terme relatif. Parce qu'au Cameroun, il faut dire, bon, je prends le cas du Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique, nous sommes des débrouillards. Ok, ça veut dire qu'on peut avoir une qualification, on est qualifié, on est peut-être ingénieur ou docteur, mais derrière, on a quand même des petits boulots qui nous permettent de survivre. Ça, c'est une chose. Ok, et vu que ça relève du domaine de l'informel, ce n'est pas vraiment pris en considération, puisque ce n'est pas notre vocation, notre qualification, du moins, ce pourquoi nous avons été formés au départ. Donc, ce qui explique qu'en réalité, on va avoir dans les champs, les exploitations que nous lançons, les plantations, on va avoir des personnes qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, ok, mais qui ont besoin d'un emploi, ok, pour pouvoir payer leurs études et qu'on est obligé d'employer. Alors, ils vont apprendre encore à couper avec la machette, ils vont encore apprendre ce que c'est qu'une graine, comment répondre à tout un agenda pour le cycle de la culture. Donc, ils apprennent. C'est un travail, mais ce n'est pas vraiment ce pourquoi ils ont été formés au départ. Donc le chômage en lui-même, certes, il est là, ça reste un emploi précaire et pas vraiment un emploi qualifié qui répond à leur vocation de départ. Merci déjà pour ces informations. Alors, Dr Yantimba, est-ce que cela finalement n'a pas un impact lorsqu'on écoute Djibril, entre autres, bien sûr, tous les autres intervenants, est-ce que cela n'a pas aussi un impact sur justement le niveau de vie de la population lorsqu'on parle de formation, alors manque de formation, d'où finalement la pauvreté, parce que vous ne pouvez pas vivre finalement du fruit de vos efforts lorsqu'on se rend compte que plusieurs personnes aujourd'hui sont dans un métier, dans un secteur d'activité, malgré le fait que ce n'est pas la formation qu'ils ont reçue. C'est le cycle normal de la vie, il n'y a rien d'extraordinaire. Cycle normal? Oui. Lorsqu'on se forme quand même pour oui. Oui. Quand vous observez au niveau mondial, moins d'un tiers des personnes exercent vraiment dans le domaine dans lequel ils ont été formés. Ok. Préalable. Donc cela n'a rien à voir. Et quelquefois, tout au long de son parcours professionnel, on peut avoir des certifications, il peut y avoir des situations qui nous sortent d'une trajectoire et nous ramènent vers une autre. Ce n'est pas le problème de fond, au contraire, moi je dirais à Monsieur Eyete, je lui dirais, non mais très bien, en réalité vous permettez aux gens de... Parce qu'il y a le niveau de, si vous voulez, ce qu'on appelle le niveau de culture générale du pays, et vous participez à ça, à une amélioration des connaissances ou du nombre de connaissances per capita qui devient plus important. Les gens sont pluridisciplinaires ou multidisciplinaires si on veut, et c'est extrêmement important. Mais le problème de fond, parlez de la pauvreté, Madame Nessike, l'Afrique n'est pas pauvre. Moi, je ne sais pas où les gens vont chercher ça. Mais prenons seulement concrètement, c'est vrai que... Nous ne sommes pas pauvres. On a un problème de fond qui est politique, qui n'est pas économique. Mais ce continent a exporté l'année dernière 30 milliards de tonnes de matières premières. Si vous prenez un coût moyen de 500 € par tonne, ça fait 15 000 milliards d'euros. Ça fait 80% du PIB de l'Union européenne. Je n'ai pas dit de l'euro, de l'Union européenne. Mais comment on fait pour être pauvre avec ça? Mais lorsqu'on qualifie de pauvre, et lorsqu'on regarde justement cette richesse, mais lorsqu'on regarde votre population... C'est ce que je vous ai dit dès le départ. Oui, mais il faudrait que ça s'applique, ça s'envoie quand même sur le niveau de vie de la population. Tout ce que mes collègues dans cette émission ont dit, allait dans le sens. J'étais très content parce que, clairement, tout ce que tout le monde dit, c'est qu'on a un problème. Lorsque M. Bitchoka parle de... Il dit les gens qui sont nommés. Non. En fait, le débat que nous avons aujourd'hui n'est pas au niveau des gens qui sont nommés. C'est au niveau des gens qui sont élus. C'est pas au niveau des gens qui sont nommés. C'est des gens qui sont censés mettre en application un certain nombre de choses. C'est pas de qu'on parle ici. Ici, on est au niveau des gens qui sont nommés. Vous êtes élu président de la République. C'était pourquoi? Vous avez voulu être président de la République, pourquoi? Pour faire quoi exactement? 80% ou la plupart, ou en tout cas la plupart des chefs d'État, mais spécifiquement
de ceux qui sont dans les zones où on parle le français, on utilise le franc CFA, mais ils n'ont pas de projet politique. Vous avez déjà vu ça? Montrez-les-moi, j'aimerais bien les On est lire. présent lors des campagnes. Moi, j'aimerais lire un document. J'aimerais lire les documents. Vous n'en voyez aucun. En fait, les gens viennent, ils vous tiennent un meeting dans lequel ils racontent une longue histoire, mais cette histoire n'a aucun ancrage dans la vie réelle de nos populations. C'est-à-dire que vous avez des gens, et c'est le problème auquel vous êtes confronté, M. Yété. C'est-à-dire que vous avez en réalité le vernis d'un mode de vie, d'une culture, qui veut se poser sur un autre mode de vie, sur une culture, mais ça ne prend pas. Ça fait 6 siècles qu'on essaye, ça ne prend pas. Mais ça ne prend pas pourquoi? Parce que chaque culture a son ADN. Et que vous ne pouvez pas tout simplement poser un ADN sur un autre et espérer que ça va fusionner. Ça ne marche pas comme ça. La diaspora, par exemple, qui vit en Europe ou en Amérique du Nord, vit dans un certain mode de vie. Ce mode de vie n'a rien à voir avec le nôtre. Et vous qui êtes ici, je ne sais pas si vous êtes venu de là ou que vous êtes d'ici et vous parlez avec eux, vous êtes venu de là pour faire des choses ici. Essayez de vous demander quel a été l'impact de l'esclavage, de la colonisation sur nos populations ici. Parce que si on ne le fait pas, le risque que l'on court est lequel? Est d'avoir le discours de la Banque mondiale. C'est des fainéants. Ils ne travaillent pas. Ils sont des voleurs. J'ai même vu un ambassadeur raconter, ici au Cameroun et devant des Camerounais, que quand le pays ne marche pas, on dit que c'est son pays. Mais monsieur, c'est vous qui avez 50% des devises d'un peuple. Et vous pensez que quand ça va mal, c'est qui? Mais c'est vous le responsable, puisque c'est vous qui avez le coffre-fort de ce pays-là. Les gens se dédouanent très facilement, mais ils n'ont pas idée. Lorsque vous avez 600 ans de matraquage, d'impérialisme culturel et d'impérialisme économique comme ce que subit l'Afrique, mais vous ne pouvez pas... On ne peut pas se lever et dire que les gens sont des incapables, que l'Afrique est pauvre, que l'Afrique, c'est des gens qui ne sont pas sérieux. La plupart des gens que vous voyez dans la rue, là, mais c'est des Samba Diallo. Il ne sait même pas où ce qu'il est. Il est camerounais, il est français, il est anglais, il est quoi? Vous pensez que les guerres, regardez par exemple les guerres qu'il y a dans un pays comme le Cameroun, des types qui bagarrent, qui s'entretuent, parce que les uns parlent anglais, les autres parlent français. Vous vous rendez compte? Et lorsque vous prenez un peu de recul, et vous vous demandez, mais comment, pour quelle raison cela arrive? Mais cela arrive parce que on n'a pas fait un certain nombre de choses il y a quelques années. Lorsqu'on nous avait dit réunification du Cameroun avant les indépendances, mais les gars à l'ONU, leur cellule de veille et de prospective, ont dit ne faisons pas ça. Comme ça, on va tenir ce pays-là. Ils ont décidé qu'il y aura une indépendance qui a eu lieu en 57, il y a un État du Cameroun qui a été fondé en 57, et puis cet État-là va devenir indépendant et on va permettre qu'une partie, l'autre partie rejoigne cet État. La conséquence, c'est que après on s'embourbe dans des choses inutiles. Il y a une république fédérée, une république fédérale, il y a une république unie, des choses qui n'auraient jamais dû exister et qui nous conduisent à un conflit ridicule. Le monde entier se moque de nous. Voilà les gens que vous avez et que vous devez recruter tous les jours. Le fond du problème, c'est que, madame, nous ne sommes pas pauvres. L'économie, c'est 3 choses. C'est les ressources naturelles. Nous en avons, et je vous dis, celles que nous avons exportées l'année dernière, c'est 15 000 milliards d'euros. Je ne vous ai pas dit dans les 15 000 milliards d'euros qu'on parle du peu qu'on a pu transformer localement. Je ne parle pas de ça. Donc, si vous ajoutez le peu qu'on a pu transformer localement, ce continent a généré une valeur ajoutée, un PIB plus important que celui de l'Union européenne. Sauf que lui, il est pauvre. C'est-à-dire que si les Africains, comme nous avons 2 fois la population de l'Europe, au moins on aurait eu la moyenne, c'est-à-dire que la moitié, roughly, du PIB par habitant de l'Europe, donc ce continent ne serait pas pauvre. Le problème, c'est que, et c'est Mongo Betty qui en parle dans Mission Terminée, en 1957, les gros ventres, l'Occident, l'Europe qui arrive ici, soutenue aujourd'hui par toute l'ethnie européenne à travers le monde, qu'on appelle grossièrement l'Occident, ou l'OCDE, cette Europe-là, c'est du capitalisme pur et dur qui n'a que 2 objectifs en Afrique et qui veut installer 2 choses en Afrique. Une source de matières premières, ça nous continuons à le faire et vous avez vu la valeur, et un marché, ça c'est le 2e élément de l'économie, 2e fondement de l'économie, les ressources humaines. Donc le marché, il leur faut un endroit où c'est un marché. On vient, on fait ce qu'on appelle le dump. Donc on vient, on jette
et vous consommez, c'est tout. Vous n'avez pas, parce que si vous produisez, et ils ne pourront plus venir, ils n'auront plus un marché ouvert. Donc, ce deuxième élément est également une autre chose qui contrôle. Le troisième, c'est le capital financier. Le problème avec le capital financier, c'est qu'on peut l'obtenir de plusieurs façons. Mais l'une des manières dont vous pouvez l'obtenir, c'est d'avoir votre monnaie. Et c'est d'avoir une certaine unité, un marché uni suffisamment fort et puissant, et des hommes éveillés à la tête de vos États qui ont le courage politique de dire il y a des choses que nous ne faisons pas. Nous pouvons nous plaindre autant que nous voulons du chômage dans nos pays, mais tant que une partie du continent, pratiquement un quart des États du continent, 15 pays qui ont le franc CFA et le franc comorien, n'auront pas leur monnaie, ça ne marchera pas. Le deuxième élément, parce que ces pays n'ont pas de capacité d'investissement. Pourquoi? Parce que la solution, c'est l'industrie. Tant qu'on n'aura pas d'industrie, on ne pourra pas gérer la question du chômage. Mais l'industrie, c'est quoi? Mais c'est d'abord la collecte. Quand on fait une mine, c'est quoi? C'est de la collecte. C'est d'abord la collecte. Sauf que pour faire une mine, vous avez besoin de matériel. Et donc, vous devez pouvoir le fabriquer. Et vous commencez par la collecte. Ensuite, le stockage. Vous devez stocker. Quand vous extrayez les minéraux ou quand vous faites la récolte, il faut stocker ça quelque part. Ça, c'est une activité qui vous demande la fabrication d'un certain type de matériel. Et quand vous avez fini de stocker, vous devez transformer. Et c'est ça qui génère les produits finis que nous avons. Le problème, c'est que les gens ont pensé que l'économie, et je suis absolument d'accord avec Paulela Bichoka et Monsieur Eke. Qui disent justement que nous avons un problème de perception erronée de ce qu'on appelle l'économie. Mais en même temps, le problème, c'est qu'on ne dispose pas d'un budget et on dit on va faire ceci. Il y a déjà des peuples qui sont là et qui ont des habitudes traditionnelles. Nous devons fonder dessus. Donc, lorsque vous prenez les questions de chômage, je ne vais pas revenir sur ce que Bichoka a dit, mais ça a été brillamment dit. Mais lorsque vous prenez les ministres en charge de l'industrie en Afrique, réunissez-les dans votre studio ici, demandez-leur ce qu'ils font pour l'industrie en Afrique. Rien du tout. Mais l'industrie, ce n'est pas aller importer de grosses usines occidentales. Dans la plupart des pays africains, on s'est fabriqué traditionnellement des armes. C'est à ce niveau qu'on parle de l'entrepreneuriat. À quel niveau l'entrepreneuriat intervient? En partie à ce niveau, mais l'entrepreneuriat, c'est... Moi, je suis sur les fondements. Les questions de l'entrepreneuriat, c'est le second niveau. Okay. Parce que, en fait, ce que les gens ne veulent pas voir quand ils parlent de l'Afrique, et ça, l'OCDE en général ne veut pas en entendre parler, c'est que nous devrions avoir des États entrepreneurs. Nos États doivent, c'est eux qui doivent donner le là. C'est nos États qui doivent créer les grosses exploitations agricoles. C'est nos États qui doivent montrer à quoi ressemble un abattoir. C'est nos États qui doivent montrer à quoi ressemble une usine pharmaceutique. C'est nos États qui doivent montrer à quoi ressemble une mine. Mais pour que nos États soient des entrepreneurs de ce niveau, mais il faut dire que dans les écoles, les enfants voient à quoi ressemble le pétrole, ressemble à quoi le fer. Je suis persuadé que 95% au moins des Africains qui ont moins de 50 ans n'ont jamais vu le pétrole. Ils ne savent pas à quoi ça ressemble. Ils ne savent pas à quoi ressemble le minerai de fer. Ils ne savent pas du tout à quoi ressemble le manganèse. Le problème, c'est que c'est en voyant qu'on suscite les vocations. Or, comme on ne peut pas susciter des vocations, puisqu'on enferme les gens dans l'histoire de Napoléon et de Louis XIV et de Bismarck, puisque c'est ça la vocation. Voilà la raison pour laquelle, ça peut paraître drôle, mais c'est la raison pour laquelle les vocations en Afrique, c'est d'être des patrons d'associations et de partis politiques. Mais on n'a parlé que de ça durant toute la formation. Et la conséquence, c'est que les filières qui auraient dû... Mais Mongo Betty, encore une fois, en parlait en 1976, remember Ruben, renverser le ratio. Vous avez 70% de gens dans des études générales qui servent à personne. Oui, bien, je veux bien qu'on étudie le latin, le grec, et tout ça, là, les langues slaves, etc. Mais en même temps, quand même. Mais lorsqu'on fait le ratio... Mettons 70 à 80% des gars dans la technique. Et surtout, assurons-nous que certaines filières de rappel soient des filières importantes. Une filière comme la philosophie est négligée ici. Or, c'est là où on conçoit une société, c'est là où on conçoit la vision du monde d'une société. On la remet en question, on la restructure. Et le problème de fond, parce que je ne vais pas du tout parler trop longtemps, sinon les autres ne vont rien dire à la fin. Parce qu'on a pu aussi à ce temps. Je pense que les problèmes que nous avons ici chez nous, c'est qu'on n'a pas fait le lien entre l'emploi et les niveaux d'échange, par exemple. Vous avez l'échange local, parce qu'en fait, revenons sur ce qui est essentiel, le niveau d'échange local.
les Africains échangent quoi entre eux? Or, la colonisation et l'esclavage ont cassé les 3 niveaux d'échange que nous avions. Le niveau d'échange local, c'est-à-dire dans votre village, qui produit quoi et échange avec qui, ça a été cassé. Mais ça a survécu un peu. Oui. Et vous avez le niveau d'échange régional, c'est-à-dire que le type qui est ici, à Douala, échange avec celui qui est à Yaoundé, avec celui qui est à Fumban. Bon, mais est-ce qu'ils échangent encore aujourd'hui? Pas du tout. Et on a cassé complètement le niveau d'échange qu'on appelle l'échange, le niveau monde. La conséquence, c'est que les Africains ne peuvent pas échanger. Si vous voulez régler le problème du chômage en Afrique aujourd'hui, vous devez vous assurer de créer de grands ensembles. De grands ensembles qui font payer les matières premières dans leur monnaie et qui engagent systématiquement le processus industriel. Nous devons aller dans les mines, collecter, nous devons faire de l'agriculture, collecter, nous devons stocker, nous devons transformer. Si nous ne faisons pas ça, nous n'allons pas en sortir. Et la seule chose qui doit guider toute l'activité que nous avons, c'est nos propres valeurs. C'est-à-dire que vous ne devez pas être à Douala en train de dire, ou à Dakar, en train de dire, mais combien coûte le blé en Ukraine? Non! C'est combien coûte le mil qu'on mange à Dakar traditionnellement. Merci. Et les ignames à Douala? Merci à vous, Dr Yom Timba. Je m'en vais retrouver mes invités du côté de Zoom. Alors finalement, comment est-ce qu'on pourrait relever le défi de l'emploi sur le continent africain? Je vais commencer par vous, Monsieur Eke. Alors, beaucoup de choses ont été très bien dites là par tout le monde. Je crois que nous sommes d'avis, n'est-ce pas, qu'effectivement, il y a un problème de vision qu'il faut d'abord régler. C'est-à-dire qu'il faut des leaders qui aient la vision, n'est-ce pas, de créer des opportunités pour pouvoir trouver les emplois à leur peuple, à leurs jeunes, à la jeunesse africaine en général aujourd'hui. Alors, si on regarde un petit peu la situation, par exemple, du Cameroun, on va dire qu'au niveau de la formation, c'est-à-dire que plusieurs personnes parlaient de l'enseignement technique. Moi, je suis quelqu'un qui a été formé, n'est-ce pas, au lycée technique de Douala à Koumassi dans les années 80. J'ai eu un baccalauréat F et ensuite je suis allé à l'école normale supérieure d'enseignement technique, annexe à Yaoundé, dans le cadre, n'est-ce pas, d'un projet, n'est-ce pas, qu'on a appelé le projet Sofati, qui était un projet, n'est-ce pas, entre le gouvernement canadien et le gouvernement camerounais, qui a donc formé, n'est-ce pas, une quantité assez importante, n'est-ce pas, de professeurs d'enseignement technique. Alors, cette formation a permis, n'est-ce pas, de pouvoir radicalement changer le paysage de l'enseignement technique, notamment avec la construction de 6 lycées d'enseignement technique, n'est-ce pas, de haut calibre, qui a permis donc à nous autres de former plusieurs Camerounais, n'est-ce pas, dans ces lycées avec vraiment du matériel top qualité. Alors, ces gens aujourd'hui travaillent dans plusieurs secteurs de l'économie et ça permet donc, n'est-ce pas, de pouvoir donner l'opportunité à ces jeunes de créer des industries, de pouvoir créer toutes sortes d'opportunités pour employer d'autres personnes. Et c'est ça, c'est un peu la vision que nous devons continuer à avoir. Alors, si on regarde le secteur, par exemple, tout à l'heure, monsieur sur le plateau a parlé de la diaspora. Moi, je suis ici à la diaspora aux États-Unis. Alors, nous faisons tout ce que nous pouvons pour pouvoir avoir les facilités pour aller investir en Afrique, notamment au Cameroun. Alors, tout à l'heure, on a parlé, n'est-ce pas, des problèmes de visa, plutôt de double nationalité, et notamment donc le fait que les gens doivent prendre des visas pour aller au Cameroun et puis revenir pour renouveler leur visa, etc. Ce sont des choses qu'il faut régler au sommet de l'État, au niveau du sommet de l'État, pour faciliter, n'est-ce pas, ce flux financier que la diaspora, qui est partie du Cameroun et qui allait chercher formation professionnelle de très haut calibre et qui veut revenir en Afrique pour pouvoir faire bénéficier notre pays de cette formation. C'est nous-mêmes qui leur posons, n'est-ce pas, des bâtons dans les roues. Et ça, c'est des choses qu'il faut régler. On ne sait pas pourquoi ça traîne depuis des années. Donc, ce sont des choses qu'il faut régler. Alors, il y a aussi également monsieur, je ne sais plus son nom, qui a parlé, n'est-ce pas, des financements. Alors, il y a un secteur, il y a des outils que nous devons mettre sur pied. Hein. C'est-à-dire que il y a un projet qui a été initié par le docteur Toné, dont vous êtes tous au courant, qui s'appelle
le projet de la SMI, de la Société métropolitaine d'investissement de Douala. C'est un fonds d'investissement qui a été mis sur pied justement dans l'optique de pouvoir améliorer le paysage économique de la ville de Douala et incidemment donc, n'est-ce pas, dans tout le pays et peut-être même dans toute l'Afrique centrale. C'est un projet assez intéressant qui a été vendu, un peu expliqué et il y a eu une adhésion massive de la diaspora. Voilà un exemple de projet dans lequel la diaspora a énormément contribué. Moi également, j'ai contribué dans ce projet. Alors, on se trouve dans une situation aujourd'hui où les choses ne marchent pas parce qu'il y a des intérêts individuels, qui prennent le dessus sur la marche du projet et qui donc bloquent, n'est-ce pas, le travail de ce fonds d'investissement. Alors, voilà autant de choses qui sont au niveau interne, des choses que nous contrôlons, que nous n'arrivons pas à gérer. Et ça pose des problèmes parce que quand la diaspora décide à pouvoir investir, elle ne vient pas du coup avec des milliards, elle vient avec un petit coup, elle veut tester le terrain, elle est tout à fait au courant de tous n'est-ce pas, tout ce qu'il y a comme impediment, tout ce qu'il y a comme problème, n'est-ce pas, dans notre société, mais essaie de venir avec, n'est-ce pas, essaie d'utiliser une approche assez stratégique, c'est-à-dire qu'elle vient, elle investit un peu, elle se recule, elle voit comment les choses vont, et tout de suite, elle se rend compte qu'il y a le système judiciaire qui est un gros problème pour les investisseurs, parce que dès que vous avez un terrain, vous voulez investir, vous voulez construire, un titre foncier secondaire arrive et dit non, ça, ce n'est pas votre terrain, c'est le mien, et ça crée des problèmes au niveau des tribunaux. Toutes ces tracasseries sont des grosses entraves pour, n'est-ce pas, le développement de notre pays et comment dire, le financement ou bien l'apport direct, n'est-ce pas, de la diaspora dans le développement du pays. Donc, vraiment, il y a énormément de choses qu'il va falloir revoir, n'est-ce pas? Ça, c'est au niveau interne. Maintenant, sur le plan externe, ça, c'est des choses que nécessairement nous ne contrôlons pas, mais que nous pouvons agir. Et sur ce point-là, M. Timban a beaucoup accentué sur, par exemple, la monnaie, le franc CFA, tout ce qu'il y a comme politique, n'est-ce pas, du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, pour maintenir nos peuples, ou plutôt pour empêcher la compétitivité de nos industries, de notre économie par rapport aux leurs. Et tous ces facteurs qui permettent, n'est-ce pas, qui empêchent à la jeunesse africaine et aux peuples africains, notamment leurs leaders, de pouvoir véritablement maîtriser tous les rouages qui leur permettraient de pouvoir créer de l'emploi comme leur économie le demande. Et ce sont des choses qu'il va falloir y penser sérieusement, à mon avis, et je crois que il n'y a pas moyen de faire autrement. Il va falloir, n'est-ce pas, tenir le taureau par les cornes et changer cela. Alors, la volonté politique, on en revient à cela, elle est cruciale. Il va falloir que nous continuions à lutter sur tous les plans parce qu'il y a beaucoup de panafricanistes, n'est-ce pas, sur le plateau et qui comprennent effectivement que toutes ces luttes-là se tiennent. Si on ne se libère pas sur le plan politique, on ne peut pas appliquer une stratégie économique qui nous profite à nous. Donc, en général, c'est un peu ça que je pense qu'il va falloir utiliser comme stratégie pour pouvoir créer des emplois en Afrique. Parce que sinon, on va continuer à être dans cet état végétatif-là. Voilà. Merci à vous, monsieur. Et que je poursuis sur Zoom avec vous, monsieur Bichoka. Toujours des solutions, propositions. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer justement cette situation, créer des emplois pour justement employer cette grande population que propose le continent africain? Alors, j'aimerais revenir déjà un peu sur, en quelques mots, sur les propos du docteur Timban. Oui. Je pense qu'il faut, quand on fait l'analyse rétrospective, ce n'est pas pour entrer dans la victimisation, c'est juste pour comprendre, parce que vous n'allez pas demander à un dominateur de vous libérer. Non, vous devez juste savoir comment je dois faire pour sortir du jeu, parce que quand vous avez compris son jeu, vous essayez d'en sortir. Mais je ne pense pas, comme beaucoup, que ce soit que les matières premières soient une richesse. Les matières premières sont une chance. C'est-à-dire, vous vivez dans un endroit, il se trouve que la terre
qui ne permettaient pas à vos parents de cultiver parce qu'elles n'étaient pas fertiles, en fait, il se révèle que c'est du fer. Et puis, du jour au lendemain, ça vous enrichit. Ce genre d'enrichissement est dangereux. On appelle ça en économie un peu la malédiction des matières premières. Le développement, c'est le capital humain. C'est la capacité que vous avez de vous rendre compte que la terre que vous avez, la boue que vous avez peut se transformer en briques. Que de vous rendre compte que l'argile qui est dans votre ruisseau peut devenir des tuiles. C'est une question technologique. C'est la maîtrise de la technologie. C'est la maîtrise de votre propre pensée. C'est la maîtrise de la technologie du changement. Parce que lorsque vous voulez devenir une agriculture, je ne sais pas moi, de troisième ou de deuxième génération, mais tenez compte qu'il y a des gens dans les villages qui ne sont pas allés à l'école, qui ont leur propre tradition. Vous pensez que c'est facile du jour au lendemain de transformer des paysans en entrepreneurs agricoles? Non. Je pense que, comme disait M. Ité, il y a un problème de savoir-faire. C'est-à-dire que moi, je produis des sirops de fruits, je fais de la transformation agroalimentaire. Mais je vous dis, ce n'est pas parce que vous avez du manioc que vous aurez une très bonne bouillie demain. Ce n'est pas parce que vous avez du cacao que vous pouvez fabriquer du chocolat. C'est des technologies qui se construisent avec le temps. C'est pourquoi il est bon pour l'État de développer une stratégie, n'est-ce pas? Mais en même temps, en dehors de l'État, tel que Monsieur Eke et les autres ont dit, il y a la possibilité d'investissement, d'apport, n'est-ce pas, des capitaux et des compétences venues de la diaspora qui peuvent permettre d'apporter un plus. Parce qu'on a vu des gens partis de rien. Si vous regardez le docteur Fokam Kamoni, il est parti, c'était un simple banquier il y a 30 ans. Il est aujourd'hui un milliardaire. Si vous voyez la plupart des milliardaires camerounais, certains n'avaient même pas le CEP. Malgré tout le CFA, tout ce qu'on dit, ils ont pu devenir milliardaires en centaines de milliards. Et il y en a qui ont effectivement des diplômes, des doctorats, et on passe le temps à dire le CFA. Oui, c'est des problèmes le CFA, mais je pense que c'est vraiment aux Africains de prendre en main leur destin. C'est-à-dire, quelle que soit la formation que vous avez, il y a une chose que ça nous a donné la capacité de réfléchir. Et aujourd'hui, vous pouvez aller sur le net, sur YouTube, et vous former vous-même. Moi, je fais un peu de la transformation agroalimentaire, je peux faire des vins, de ceci. Je n'ai pas appris ça quelque part parce que j'ai eu la volonté de le faire. Donc, je pense qu'il y a un côté individuel, il y a un côté mentalité, parce qu'effectivement, si les Africains continuent de dire « on est pauvre alors qu'on prend notre pétrole », nos grands-pères ne connaissaient pas le pétrole, nos grands-pères ne savaient pas que le fer était une richesse, ils ne savaient pas que tout ça était des richesses. Ils savaient qu'ils étaient riches parce qu'ils avaient des plantations d'igname, parce qu'ils avaient des chèvres, parce qu'ils avaient un certain nombre de choses. Donc, il faudrait qu'on revienne à des bases fondamentales. Hein? Qu'on ne nous dise pas que les Africains échangeaient, ils avaient des routes, ils avaient des avions, des trains qui leur permettaient de faire ces échanges. Non, nos grands-parents marchaient presque nus. Il faut aussi avoir le courage de leur dire, enfin, moi, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, peut-être les vôtres avec des vêtements, mais je sais que les vêtements qui sont portés chez nous sont des productions occidentales. Il appartient aujourd'hui pour nous de trouver le mot. Des soucis, malheureusement. Je pense qu'il y a des soucis de connexion avec M. Bitioka. J'espère qu'il va nous revenir. On va poursuivre ici sur le plateau rapidement. Djibril et Ité, je poursuis avec vous, puisque vous êtes justement dans, on va dire quoi, l'entrepreneuriat. Tout à l'heure, on a quand même abordé cela. Est-ce que vous proposeriez, selon vous, selon votre expérience justement sur le terrain, vous pensez que l'entrepreneuriat est une solution également? Elle est la solution idéale, même si ce n'est pas l'unique solution. Je voudrais quand même qu'on puisse étudier ensemble. Alors, moi, je suis un pur profane, hein, mais je voulais quand même qu'on puisse essayer d'étudier ensemble, d'analyser en fait le modèle gagnant qu'a été celui des Chinois, de la Chine. Quand vous aviez de la diaspora chinoise qui allait aux États-Unis, vous allez trouver en Europe et où partout, vous allez trouver le quartier chinois, les restaurants chinois, ils ne vont consommer que chinois. OK ? Et à partir de là, lorsqu'ils génèrent de la richesse, cette richesse est renvoyée dans leur pays. Okay. Donc,
je ne suis pas un économiste, hein, je suis même votre élève, mais je dirais ceci. Il est temps plus que jamais aujourd'hui de pouvoir créer un système parallèle. Ok, un système où la diaspora, qu'elle soit africaine, moi j'appelle ça la théorie du 5e continent, où la diaspora, qu'elle soit africaine, sénégalaise, camerounaise ou autre, puisse déjà interagir et être beaucoup plus connectée. Deuxième point, c'est que cette diaspora-là, si on reste même uniquement au niveau de la diaspora camerounaise, qu'elle soit d'Amérique du Nord ou d'Europe, qu'elle puisse être connectée et former un système qui permettra de consommer africain. Et prenez un exemple, si la diaspora devait consommer uniquement en France le bâton de manioc ou le mets de pistache ou le coq ou uniquement les mets africains, ça veut dire que derrière, ils vont passer des commandes à partir du pays. Il faudra créer toute la chaîne de valeur logistique pour pouvoir envoyer cette nourriture-là. Et forcément, ça va créer de l'emploi. Mais justement, pour arriver à ce niveau, oui. il faut peut-être, comme ce que le docteur Yantiba disait, d'ailleurs tous les autres, il y a aussi justement une certaine vision. Pour que justement ces produits puissent arriver, il y a d'abord tout un travail en arrière-plan pour arriver justement à développer ce type de secteur d'activité. Oui, et c'est pour ça qu'en réalité, j'ai commencé par dire, on parle d'une vision, d'une idéologie. J'ai pris le modèle chinois, ok, pour dire ils avaient une vision, une idéologie, et à un moment donné, ils avaient aussi des habitudes de consommation. C'est très important qu'on puisse comprendre à un moment donné qu'il y a des enjeux, qu'il faut réinventer l'Afrique. Les Africains doivent prendre conscience d'un certain nombre de faits, notamment ces enjeux-là, et au lieu d'enrichir les autres, à un moment donné, de pouvoir s'asseoir sur une table, au-delà de la politique, ça fera toujours une partie intégrante, mais pouvoir s'unir, pour pouvoir voir quelles sont les orientations à prendre pour créer de la richesse, des emplois et autres, justement, pour aller dans le sens de cette vision et cette idéologie qu'on a abordée jusqu'ici. Merci pour cette proposition. On va retrouver Monsieur Bichoka tout à l'heure. Paul est là en quelques minutes parce qu'avec vous également, on va aborder l'autre question, la population active. Vous reviendrez une fois dessus là-dessus. Mais il y a cette autre petite interrogation. De quoi l'Afrique a besoin? D'une jeunesse formée ou alors il faut également utiliser celle qui n'est pas formée? Puisque là, on parle de formation, se former et chômer. La jeunesse qui n'est pas formée est aussi importante pour la construction de l'économie. Toute la jeunesse est importante. On va parler de population active tout à l'heure. Toute la jeunesse est importante. Du moment où elle est qualifiée, parce qu'il y a des niveaux de qualification. Il y a des qualifications qui sont, j'ai envie de dire, presque innées. C'est-à-dire que ne serait-ce que faire de la manutention à une échelle pas spécialement industrielle. Donc en fait, du moment où on est en bonne santé, on fait partie déjà de la force de travail. Tout à fait. Alors, parlant des solutions, mais ça rejoint aussi votre question, je dirais que le cœur du problème, de la problématique en Afrique, et donc le début de solution, ou bien le cœur même de la solution, c'est la décolonisation de la pensée collective. C'est extrêmement important. Aussi bien de ceux qui se présentent comme étant nos élites, que de la population. Alors, au niveau des élites, il y a malheureusement un continuum depuis la colonisation, l'esclavage et la colonisation ensuite, parce que ce qu'on nous présente ou ce qu'on nous impose comme étant nos élites ne sont pas en réalité des représentatifs des aspirations de leur population. Parce que, rappelez-vous qu'à la période de la colonisation, les colonies étaient en réalité des comptoirs. Ce n'étaient pas pensés comme des pays qu'il faille développer. C'était des comptoirs, je vous rappelle que le franc CFA qu'on utilise aujourd'hui, après avoir subi une série de cosmétiques, mais en réalité le fond est le même, c'est comme blanchir un cercueil, et la mort est toujours à l'intérieur, mais on vous donne l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé, c'est le cas du franc CFA. Le premier nom, c'était franc des comptoirs français d'Afrique, ensuite franc des colonies françaises d'Afrique. Ça n'a pas changé. Comme je dis, juste l'édulcoration qu'on a mis au-dessus et l'enjolivement. Alors, quand vous savez ça, vous vous rendez compte que ceux qui ont été imposés à la tête des pays dits indépendants pendant les années 60, en réalité, c'était un transfert de compétences venant des anciens colonisateurs. C'est pour ça qu'on parle de néocolonialisme. C'est-à-dire que vous n'allez plus voir des blancs, des colonisateurs qui vous, avec le fouet, mais vous allez voir maintenant, soi-disant, vos frères noirs, et on va dire c'est maintenant entre vous. Mais en réalité, ces frères noirs sont des bounty, comme disait Frantz Fanon. C'est des gens qui sont au service
en fait du système colonial qui est pérennisé jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la réalité. Donc on ne peut pas attendre une quelconque vision de ces gens. Alors, ensuite vous avez la décolonisation de la pensée collective au niveau des populations. Oui. Qu'est-ce qu'on consomme? Mais on se sent bien parce que on se sent évolué, on se sent quelqu'un, comme on dit, parce qu'on consomme du foie gras, parce qu'on consomme des huîtres, parce qu'on boit un Bordeaux, un grand cru. Voilà en fait le problème d'acculturation, le problème culturel des Africains qui font que automatiquement on aura des économies travesties. C'est-à-dire qu'on va produire ce qu'on ne consomme pas, on va consommer ce qu'on ne produit pas. Donc il y a un effort fondamental, et c'est pour ça que j'appelle ensuite, par rapport à cette question d'emploi, il est impératif que lorsqu'on aura des élites qui en réalité comprennent et prennent la vision pour le compte de leur peuple et non pour celui de leur mandant extérieur, il va s'imposer également une refonte du système éducatif. Parce que la colonisation de la pensée collective commence par le système éducatif, comme disait Yam Timba, où on vous apprend que vos héros, c'est Charles de Gaulle, c'est Bismarck, c'est Otto von Bismarck et autres. Donc, c'est tout un travail de cette décolonisation de la pensée collective, et je pense que c'est le cœur. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on restera toujours dans des problématiques. Ce sera des vœux, nos démarches seront juste des vœux pieux. Merci une fois de plus à vous, Paulela. Monsieur Bichoka, je vous renvoie l'antenne en 1 minute pour sortir. Alors, je me réjouis simplement de ce débat qui a abordé des questions fondamentales, et en 1 minute, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes structurels, mais il y a aussi des problèmes humains. Il y a aussi le facteur humain. Donc, à tous les niveaux, que ce soit nous qui sommes sur le plateau et qui devons nous battre chaque jour pour investir, pour avoir des comportements, que ce soit des comportements de consommation, que ce soit des comportements d'investissement qui soient compatibles avec la vision du développement tel que nous le pensons, tel que nous le souhaitons. Donc maintenant, l'État, les partis politiques sont appelés à mener des réflexions de fond, mais parallèlement, je crois que les différentes propositions qui ont été faites peuvent contribuer justement à nous faire avancer. Si à vous, Monsieur Bichoka, Dr Yamba, avant de prendre le mot de l'écho. Oui. Juste un petit mot. Oui. Juste pour ajouter quelque chose à ce que disait Paulela. En réalité, à partir du moment où nous avons une vision qui est pertinente et structurée de telle manière qu'elle prenne en considération les aspirations, les idéaux et les attentes de notre peuple, aucune ressource humaine n'est inutile. D'accord. En réalité, lorsque vous prenez les routes secondaires de n'importe quelle ville, vous n'avez pas besoin que les gens soient des maçons qualifiés pour les construire. Il y a ce qu'on appelle, c'est un peu grossier, mais prenons ça en considération, activité à haute intensité de main-d'œuvre. Pour faire une rue en pavé, vous avez tout un quartier qui s'y met. Les gens ne sont pas besoin d'être des maçons. Oui, et vous avez un maçon spécialisé qui leur dit versez le sable ici, faites comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un mois après avoir travaillé 4 week-ends, ils n'ont plus de boue, ils n'ont plus de poussière, ils ont planté des arbres, reboisé une ville. Mais ça ne vous demande pas. Les gens que vous allez utiliser pour planter des arbres, vous n'avez pas besoin qu'ils soient ingénieurs agronomes. C'est une question de vision et d'organisation. À partir du moment où on s'organise, on peut y arriver. Lorsque M. Yete vous parle des activités agricoles, mais en réalité, si les États organisent des exploitations agricoles, vous avez des ouvriers là-dedans. Par exemple, lorsqu'on gère des ports, qui n'ont pas besoin de formation. Leur rôle, c'est de nettoyer les porcheries. Vous n'avez pas besoin d'une formation particulière pour ça. Mais ce qui compte, c'est que quand le port sort de là, il est sain, il est dans un environnement sain, et quand il arrive au niveau du contrôle sanitaire, qu'on puisse dire qu'il est sain. Donc, c'est une structuration de tout cela, et c'est là où vous voyez que nos capacités d'investissement, c'est ça qui fait problème. En fait, la valeur ajoutée est siphonnée à travers divers mécanismes, que ce soit des mécanismes monétaires ou que ce soit des mécanismes du capitalisme qui font que nous vendons nos matières premières. Même si on peut les évaluer à 15 milliards d'euros de revenus potentiels, nous ne les voyons pas ces 15 milliards d'euros, alors que vous imaginez bien que 15 milliards d'euros, ça c'est les recettes d'une année pour toutes les ventes de matières premières, c'est des dizaines, des centaines de fois toute l'aide que l'Afrique a reçue depuis les premiers indépendants dans les années 60. Donc en fait,
La question du chômage dans nos pays est simplement la question de la vision, la question du courage politique, d'avoir des dirigeants qui vont arriver à la tête de nos États et qui viendront en sachant qu'un peuple ne se développe qu'en se fondant sur ses habitudes alimentaires. Est-ce qu'on parlait des Chinois? Si les Chinois étaient arrivés en Europe et faisaient justement comme la plupart des membres de notre diaspora, c'est-à-dire ils mangent de la ratatouille au gingembre, au lieu de manger les nouilles chinoises, il n'y aurait pas ce circuit économique. Et donc, mais en même temps, nous ne jetons pas la pierre sur notre diaspora. C'est à nous d'organiser ici à la maison. Quand nous avons organisé ici, nous allons donc voir notre diaspora et nous leur disons, bon voilà, nous avons la capacité de vous envoyer le Mintumba et le Ndolé et le Sanga et le Kondré chaque semaine ou 2 fois par semaine en quantité suffisante pour que vous puissiez continuer à vous nourrir comme au village. Mais l'avons-nous fait? Donc il reste une question, c'est comment nous avons organisé notre maison locale. Heureusement que tu as prononcé Sanga là-dedans, parce que ça me rassure. C'est très important. Alors, on referme donc le débat et rapidement, pour les dernières minutes qui nous restent, on va prendre le mot de l'écho. Voilà, que signifie population active? On a utilisé justement ces termes tout au long de ce débat. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? C'est une fois de plus avec vous, Paulila. À quoi renvoie donc en économie la notion de population active? Alors, très simplement, la population active dans une économie, c'est l'ensemble des personnes en capacité de travailler parce qu'elles ont, entre autres, été formées, parce qu'elles ont des compétences, et également les personnes qui sont en âge de travailler. Et qui sont ceux qui sont considérés justement comme, de manière précise, comme faisant partie de la population active? Alors, c'est tous ceux qui sont en âge de travailler, donc qui ne sont pas frappés de l'interdiction de travail du fait de leur âge, par exemple, de mineur. Dans certains pays, mais ça varie d'un pays à l'autre. Certains, c'est à partir de 15 ans en montant qu'on peut travailler. D'autres, c'est un peu plus bas, d'autres, c'est un peu plus haut. Donc, ça dépend des pays, des environnements. Et c'est aussi ceux qui ont la capacité de travailler, ils ont une formation, ils ont des compétences, ils ont les aptitudes, même naturelles, de travailler, puisque là, on ne fait pas de catégorisation du travail. Et il faut préciser que quand on parle de population active, ça inclut donc, après la définition qu'on vient de donner, aussi bien les chômeurs, parce que le chômage, ce n'est pas de ne pas avoir les capacités. Le chômage, c'est avoir les capacités. Le chômage, pardon, ce n'est pas ne pas travailler. Parce que si vous n'avez pas atteint l'âge de travail ou que vous n'êtes pas éligible comme parlant de capacité de travailler, vous n'avez pas de travail, mais vous n'êtes pas un chômeur. Parce que le chômeur, c'est celui qui a les compétences, qui a les ressources, qui a la capacité, qui a l'âge de travailler, mais qui ne travaille pas. Et donc, c'est quelqu'un qui est en attente d'un emploi. C'est ça le chômeur. Donc, la population active contient aussi bien les personnes au chômage que les personnes qui ont un travail. Les personnes formées comme les personnes qui ne sont pas formées. Exactement. Alors, comment est-ce qu'on interprète en économie les données relatives à la population active? Alors, les politiques économiques ont vraiment besoin des statistiques concernant la population active parce que ça leur permet justement de définir des politiques de l'emploi. Ça leur permet de savoir le pourcentage de personnes qui sont en mesure de travailler et voulons voir le nombre de ces personnes-là, donc, pour lesquelles il faut satisfaire aux besoins de travail. Ça permet aussi de gérer le marché de l'emploi et on peut même faire des subdivisions en termes de stratification ou de catégorisation par rapport au type de besoins de travail de la population active. Il faut dire également qu'il y a ce qu'on appelle le sous-emploi, ce qui n'est pas le chômage, mais qui est de travailler en deçà de ses capacités. Si par exemple on a un diplôme d'ingénieur de génie civil, c'est un exemple, je prends un exemple extrême, et que du fait de la pénurie de travail ou du niveau de chômage élevé, on travaille comme manœuvre, par exemple, on a un travail, mais on n'est pas chômeur, mais on est en position de sous-emploi. Voilà, merci. C'était donc tout pour le mot de l'économie. Merci à vous, Paulila. Merci une fois de plus au Dr Yontimba. Merci également à vous, Djibril Eyité, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à M. Bichoka et sans oublier M. Eke depuis les